Mais quand on voit un dessin et qu'on rit même du désespoir, là déjà il y a une issue, il y a une porte de sortie. Comment Charlie Hebdo se place face au grand combat des 10 années à venir? Comme le disait Cavana, l'écologie c'est pas simplement un problème d'environnement, c'est vraiment révolutionnaire l'écologie. Je pense que c'est un peu une méconnaissance aussi de Charlie, de dire que Charlie ne serait pas féministe. Accompagné de dessinateurs chargés de croquer la rencontre, Libération a réuni autour de sa table 4 membres de sa rédaction, 10 ans après l'attentat du 7 janvier. Si on renonce à faire ça, on renonce à faire Charlie, puisque ça fait partie de ce qu'est le dessin satirique. Dans ce combat pour la liberté d'expression qui date de bien avant l'attentat, rappelons-le déjà, cette croisade maintenant, est-ce que Charlie Hebdo n'a pas peut-être raté d'autres combats humanistes? Je pense en particulier donc à la condition féminine qui évolue, MeToo, les questions de genre. Est-ce qu'on a pu penser que ça, Charlie l'avait mis de côté ou voire avait pris le mauvais côté de la porte? Moi, je pense pas. C'est des questions qui ont toujours fait partie des sujets que Charlie a abordés. Après, on voit aussi que si on parle du féminisme, mais Laure en parlera peut-être mieux, le féminisme, un peu comme la gauche, est explosé dans une multitude de courants, et il faut trouver un peu sa place là-dedans. Donc il faut en tenir compte aussi qu'il y a une fracturation de ce qui semblait uni et homogène, qui pose question aussi sur la manière avec laquelle ces questions-là sont posées. Voilà. Et moi, je pense pas que Charlie est passé à côté de ça. Je dirais que Charlie, de manière épidermique, se méfie des modes politiques, se méfie des modes militantes, et on essaye toujours, nous, de voir ce qui va durer, ce qui sera dans l'universel ou l'intemporel, dans 20 ou 30 ans, qui durera, dont on aura toujours besoin. Et pas c'est vrai, de l'ère du temps. Il y a des choses, on en parle, 5 ans après, on n'en parle plus. Les choses deviennent vite caduques et usées. Donc c'est vrai que parfois, on peut nous reprocher de ne pas suivre des tendances, mais on essaye de voir un peu plus à long terme. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas attentif à tout ça, au contraire. Peut-être plus que jamais, je dirais. Mais c'est vrai qu'on se méfie des modes. Je pense que c'est un peu une méconnaissance aussi de Charlie, de dire que Charlie ne serait pas féministe. À mon sens, il a été depuis ses origines. Et alors, je ne dis pas que tout le monde l'a été au sein de la rédaction. Il m'appartient pas non plus de dire voilà, mais après, je pense que comme tous les médias à une époque, il a pu y avoir une forme de machisme, mais aucun média n'y échappait. Oui, je mais confirme, dans les engagements. Dans les engagements, voilà, il y a aussi pas mal d'incompréhension. Par exemple, à l'époque, la une sur suite à la tribune dans l'Obs sur les 343 femmes qui disaient avoir avorté. Le mot salope qui était sur cette fameuse une de Cabu, c'est quand même assez incroyable que des gens puissent penser qu'il s'agissait de la manière dont Cabu percevait ces femmes. Si on regarde la une, il s'agit de la personne qui est représentée sur cette une, en l'occurrence Michel Debré, si je ne me trompe pas, qui était Premier ministre à l'époque, si je ne me trompe pas, qui était opposé à l'avortement pour une politique ultranataliste, et il s'agit de ses propos à lui. C'est une mise en abîme, je sais pas comment dire. Enfin, on imagine ce qu'il pense. Cabu imagine ce qu'il pense. Je crois que c'est qui a engrossé les 343 salopes. Et lui, il répond, je crois, c'est pour la France. C'était pour la France, voilà. Donc c'est qu'en plus, lui, il l'avait fait. Enfin, je veux dire, voilà. Donc c'est évidemment une critique de Michel Debré. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut toujours faire cette pédagogie-là. Bon, après, le mot salope est resté. D'ailleurs, les gens ne savent pas que ça vient de là, parce que c'est devenu le manifeste des 343 salopes. Voilà. Donc
c'est toujours important aussi de se replonger dans l'histoire. Ça montrait le débat machiste de l'époque. C'était surtout ça derrière ce mot. Complètement. Enfin, là je n'ai pas de doute sur le fait que Charlie soutenait le droit à l'IVG. Voilà. Alors après, en effet, aujourd'hui, on n'a peut-être pas été moteur, ou en tout cas, enfin, il n'y a pas sur MeToo. C'est peut-être un regret d'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas MeToo. Pour moi, MeToo est un mouvement évidemment majeur de notre époque, extrêmement important. Voilà, c'est indéniable que c'est un mouvement majeur de ce moment du féminisme. Il est vrai qu'à Charlie Hebdo, on va toujours avoir un esprit critique, et donc c'est vrai que ça n'empêche pas de pouvoir avoir une réflexion sur y compris pour que MeToo reste un mouvement puissant. Réfléchir à ses contours. Philippe, pour toi, les unes de Charlie Hebdo sur Mazan ou sur tout autre phénomène de société de ces dernières années, a-t-on un risque qu'elles soient mal comprises comme la une des 343 salopes ou autre? Ah oui, il y a ce risque, mais pour les raisons qui viennent d'être expliquées, c'est-à-dire que il y a énormément de gens qui sont évidemment en général pas les lecteurs de Charlie, mais ceux qui voient les unes passer sur les réseaux sociaux ou diffusés, les lecteurs de Charlie qui somme toute sont pas si nombreux que ça, vous voyez. C'est un esprit très particulier, c'est un esprit qui est lié, qui est sensible à l'esprit des caricatures. Les dessinateurs en parlent mieux que moi, mais qui, pour moi en tout cas, est un esprit qui fonctionne par l'absurde, c'est-à-dire faire télescoper dans un dessin des choses qui n'ont rien à voir pour les éclairer l'une par l'autre par l'absurde. Vous voyez, c'est ça. Et le second degré, c'est-à-dire qui est très typique dans l'histoire des 343 salopes. Donc évidemment, si on se retrouve face à des gens, si c'est lu par des gens qui n'ont non seulement aucun second degré, par caractère, par nature, hein, ce qui est bon, c'est comme ça, et qui n'ont pas accès, à qui cette culture échappe, ce qui est tout à fait leur droit. Enfin, je veux dire, et en tout cas, c'est un fait, c'est un état. Bah, évidemment, ça les choque puisqu'ils ne comprennent pas. Alors donc à partir de là, mais ça, Riss l'a dit il y a bien longtemps, c'est-à-dire que si on renonce à faire ça, on renonce à faire Charlie, puisque ça fait partie de ce qu'est le dessin satirique. Donc c'est un éclairage particulier sur les événements. Donc il y a des gens en gros qui, par rapport à cet éclairage, nous demandent d'éteindre la lumière, de couper à l'intérieur. Donc à ce moment-là, on ferme le journal et puis on arrête. Bon, moi, c'est un humour auquel je suis sensible. J'aime aussi le mauvais esprit. Qu'est-ce que c'est pour le mauvais esprit? Pour moi, c'est pas quelque chose qui nous met au-dessus des autres du tout. C'est simplement une manière justement de se méfier de ses propres tentations morales et de ses pulsions qui, elles, vous mettent alors là très clairement au-dessus puisque vous êtes dans le bien. Donc le mauvais esprit, c'est toujours la petite épingle qui dégonfle le ballon qui est en train de monter. Là, j'ai raison, je suis dans le bien, on se tient chaud, on a tellement raison d'être comme ça. Il me semble que, à la fois comme journaliste et comme écrivain, c'est une tentation contre laquelle il faut perpétuellement lutter. C'est pour ça que, à titre personnel, comme journaliste, je me méfie de l'esprit militant. Je ne dis pas que cet esprit ne doit pas exister, ni même ne pas exister dans les journaux. Il existe et les journaux, Libération, Charlie, ont mené et continuent à mener certains combats, mais toujours faire le pas de côté, à mon avis, hein, quand on est journaliste, c'est-à-dire se dire ai-je raison d'être à ce point-là, comment dire, dans le bien? Oui, et donc, cette question auquel il n'y aura pas de réponse, la seule réponse possible, pour moi, elle est formelle, c'est-à-dire à travers le dessin ou à travers l'écrit. C'est-à-dire la manière dont on va présenter la chose montre qu'on a quand même un petit clin d'œil, quelque chose qui dit oui, on mène ça, mais il faut peut-être en rire un petit peu aussi. Oui, il faut pas trop se prendre au sérieux non plus, quoi.
Iris, pour rebondir sur ton expression dans l'air du temps, par exemple, MeToo, pour toi, c'est pas un phénomène dans l'air du temps, c'est un mouvement de fond. Je dirais que ça a été un révélateur de choses qui n'étaient pas suffisamment visibles et lisibles. Et donc tout ce qui permet de révéler ce qui se passe, c'est capital. Enfin, on a appris des choses, on a découvert des choses, en ce qui me concerne. Et donc, de ce point de vue-là, c'est comme le dealer, effectivement, il y a quelque chose de fondamental dans ce mouvement-là. Après, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend des injustices, on apprend de la violence, on découvre, et dès que vous avez d'être confronté à la violence et l'injustice, vous voulez que la justice passe. Et là, on se tourne vers l'institution judiciaire. Et là, il y a une transposition vers l'institution judiciaire qui, d'un seul coup, se trouve avec la mission de résoudre toutes ces injustices, de dissuader qu'elles se reproduisent. Et là, je dirais que les associations, les militants découvrent la justice, découvrent le problème de la justice, découvrent les limites de la justice, et à quel point c'est compliqué aussi de punir sévèrement, mais de manière pertinente, de respecter les règles, et voilà. Et c'est vrai que parfois, le militantisme voudrait passer un peu outre. Donc, comment transposer ce besoin de justice qu'on a tous, face à des actes de violence qui sont inacceptables, dans des formes démocratiques et acceptables avec les règles de droit. Et c'est là que ça devient aussi compliqué. Donc, MeToo, c'est un révélateur, mais ça suffit pas. Après, comment transposer ça, comment faire en sorte que la justice soit rétablie, en fait. C'est ça dont on a besoin. On veut vivre dans une société la plus juste possible. Ce qui est frappant dans MeToo aussi, et qui nous interroge tous, c'est qu'en fait, c'est pas le fait qu'on ne savait pas un certain nombre. C'est parti du cinéma. Et quand on connaît un peu, l'histoire du cinéma, les témoignages, les biographies de grandes stars américaines ou autres, en fait, tout ça a été écrit. C'est ça qui est frappant. Et depuis longtemps. Il y a eu des livres, d'ailleurs extraordinaires, qui racontaient de quoi les producteurs étaient capables, bien avant Weinstein. Et ils faisaient la même chose que Weinstein, selon le cas, à des échelles différentes. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui est frappant, c'est-à-dire comment quelque chose qui a été écrit, acté, et pas qu'une fois, beaucoup, ne passe pas dans la conscience de la société. Vous voyez ? Et puis, à un moment donné, ça se diffuse. Et qu'est-ce qui fait que ça se diffuse ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, comme dans un... En fait, on dirait une bonbonne de gaz, dans lequel, à un moment donné, il y a vraiment quelqu'un qui allume l'allumette qui va faire exploser la chose. Alors que le gaz était là et que, finalement, tout le monde le sentait... Enfin, en tout cas, beaucoup de gens le sentaient parce que c'était décrit. C'était là, c'était écrit, c'était dans les films. Tout ça était là, sous nos yeux. Et nous le savions. C'est tout le problème, parce qu'on a tendance à dire que c'est la libération de la parole. En réalité, les femmes ont toujours parlé, mais on ne les écoutait pas. Et je crois que c'est vraiment la révolution majeure de MeToo. Et là, effectivement, c'est presque mystérieux. Pourquoi aujourd'hui, enfin, on les écoute ? Voilà. Peut-être que les réseaux sociaux ont joué aussi, parce que là, pour le coup, on peut dire c'est l'aspect positif des réseaux sociaux, c'est de montrer l'ampleur. Même moi, en tant que militante féministe, au moment de MeToo, je voyais tous ces hashtags fleurir. C'était ou d'amis qui disaient moi aussi. C'était très 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 marquant. Voilà. Et en effet, la société commence à entendre ça. Est-ce que pour toi, le reproche qui est fait à Charlie de ne pas être assez aux côtés de ce mouvement et de ses plaintes et de ses tragédies, en fin de compte, est un reproche justifié ou c'est un malentendu ? Mais qui fait ce reproche ? C'est tout ce qu'on se disait. Ce sont des associations féministes qu'on peut appeler polarisées, qu'on peut appeler multitude de causes qui se mélangent à d'autres causes. Mais les grands reprocheurs sont toujours des gens qui sont souvent des gens ou des organisations qui se servent des reproches qu'ils font pour installer un pouvoir, le leur. Je pense que ça dépend de ce dont on parle. Je pense que beaucoup ne comprennent pas certains dessins, effectivement. Je pense là, récemment, comme j'ai suivi Mazan aussi, des dessins qui toujours peuvent être très mal interprétés. Je pense au dessin de Félix sur l'amour ouf.
où il fait, enfin, souvent les dessinateurs font une espèce de juxtaposition entre deux actualités. Il y avait la sortie du film L'amour ouf et le procès Pellico. Et donc il écrit, je crois, L'amour ouf en parlant de Pellico. Mais à mon sens, c'était évidemment de montrer l'absurdité de ce type, l'abjection de ce type, Dominique Pellico, qui dit qu'il aime sa femme, que sa femme est une sainte et qui lui fait subir ça. Et donc L'amour ouf avait cette polysémie-là de ouf au sens strict de folie, en fait, même s'il n'a pas été considéré comme fou, mais voilà, de folie de ses agissements. Et de ouf parce que c'est le titre du film, voilà. Bon, c'est vrai qu'il faut décoder un peu, je reconnais, hein, et je comprends aussi. Je veux pas attaquer des groupes féministes qui parce que je vois bien que certaines ont vécu dans leur chair de telles violences, une telle réification, enfin un tel mépris. Alors des viols qu'elles ont subis, etc. Donc c'est vrai qu'elles peuvent être à fleur de peau quand elles voient ça. Voilà. Je peux comprendre leur réaction, mais c'est vrai qu'après c'est assez dommageable que ça prenne tant d'ampleur et que tout le monde dise Charlie, la culture du viol, etc. Et puis Charlie, c'est un journal satirique aussi. Satirique, dans le terme employé par exemple de 343 salopes, c'est un terme impactant pour pouvoir faire une faut quand même s'accorder sur mais... les messages envoyés, et satirique, c'est pas tiens, on va se moquer de Gisèle Pellico parce que ce serait drôle. Enfin, en tout cas, moi ouais, après il y a peut-être eu j'ai pas en tête tous les dessins, mais mais c'est vrai que bien souvent les dessins ils se placent aussi pour défendre les femmes face à ces agresseurs. Il y a eu le dessin, enfin moi j'avais fait ce dessin de pendule sur Gérard Miller, et maintenant un MeToo hypnose sans forcément le dessiner, on voit ça tout de suite. Là il y a eu les dessins de Félix par exemple qui croisaient aussi des violences, que ce soit Macron, La République, il y a eu des dessins quand même très forts. Et puis le fait même que le journal suive le procès Mazan par exemple pour montrer comme la justice traite ça, pour prendre soin de décrire aussi, de parfois dessiner les vidéos. Bon il faut rendre compte de cette réalité qui est difficile, mais c'est ça aussi le journalisme. Il y a un combat qui n'est pas la liberté d'expression et sur lequel, enfin il y en a plusieurs sur lesquels Charlie se sont positionnés, mais il y en a un où on peut dire précurseur. Je pense que Libé l'était aussi, c'est l'écologie. Ce combat a évolué beaucoup et est devenu, je ne dirais pas central comme la liberté d'expression, mais enfin il est très visible dans vos pages. Est-ce que c'est venu de la base des journalistes, des dessinateurs? Est-ce que c'est la rédaction qui a décidé de prendre ce sujet plus en avant à une époque où les autres journaux peut-être ne le considéraient pas comme important? Je crois qu'historiquement, Charlie Hebdo, quand on lit le Charlie Hebdo des années 70, dès le départ, il s'est engagé sur cette voie-là. Je crois qu'une des premières manifestations contre une centrale nucléaire a été organisée par Pierre Fournier, qui écrivait dans Charlie Hebdo. Donc, et puis pendant des années, Réserve faisait des dessins sur les éoliennes, sur les panneaux solaires, qu'aujourd'hui les gens découvrent, mais enfin ça fait plus de 50 ans que Charlie en parle. Je dirais malheureusement que l'écologie, l'écologie oblige à repenser notre rapport à la consommation, à la société de consommation. Donc ça touche des choses très profondes et c'est très difficile d'être audible en matière d'écologie. D'abord parce que l'écologie, je crois que c'est Cabu qui disait ça à propos du journal La Gueule ouverte qu'ils avaient créé dans les années 70, l'écologie n'annonce que des mauvaises nouvelles. Et donc les gens fuient l'écologie parce que ça va obliger à penser autrement sa vie, son mode de consommation, la bagnole, etc., les produits de consommation. Donc c'est lié à l'histoire de Charlie parce que c'est lié aussi à la contestation de la société de consommation, en fait. C'est structurant. Et je crois que, comme le disait Cavana, l'écologie, c'est pas simplement un problème d'environnement. C'est vraiment révolutionnaire, l'écologie. Si on voulait vraiment être dans une logique écolo, il faudrait entièrement repenser l'organisation de la société. Donc c'est peut-être ça, quand aujourd'hui on parle de radicalisme à gauche, à droite, à tort et à travers, l'écologie nous obligerait, si on voulait vraiment être écolo, à être radicaux dans les changements de notre mode de vie. Et ça fait peur à tout le monde. Et c'est vrai que Charlie Hebdo a toujours été très attentif à ça, parce que je crois que c'est presque une réaction épidermique que tous au journal ont toujours eu
par rapport à cette folie consumériste, cette laideur consumériste qui détruit tout pour tout un tas de raisons, créer des emplois, etc. Mais c'est suicidaire, en fait. Au bout d'un moment, c'est le suicide de l'humanité, le problème écologiste. Vous dites que c'est un des problèmes majeurs, mais c'est peut-être le problème prioritaire, parce que c'est vraiment la survie de l'espèce, en tout cas la survie d'un certain mode de vie ou de survie de notre espèce et des autres espèces. Donc normalement, ça devrait être prioritaire. Et c'est pour ça qu'on est quand même assez attentif à ça, à Charlie Hebdo, mais c'est très difficile de transmettre ça, parce que c'est vrai que c'est un discours un peu pessimiste. Et les gens fuient le pessimisme. Comme l'a dit Rhys, moi je me souviens, adolescent, je le lisais, il y avait les papiers de Fournier. Enfin, Charlie, alors ça, s'il y a un combat qu'ils ont mené avant tous les autres, c'est bien celui-là. Donc là-dessus, et maintenant il y a Fabrice Nicolino qui continue à beaucoup écrire. Et à chaque article, c'est intéressant, parce que lui, on voit aussi, il bout. Il est dans un état de... Parce que quand on mène comme lui ou d'autres ces combats d'information depuis 20, 30, 40 ans, et qu'on voit que finalement ça ne change pas. Ça se déplace un petit peu. Puis alors au-dessus, il y a une couche, comme dans les lasagnes, de vernis, une couche morale, là. Mais une morale, moi je suis désolé, je pense maintenant, je l'ai dit au départ et je finis par là, que les gens qui tiennent des discours très écologiques, etc., j'en connais plein, même autour de moi, et qui prennent l'avion à tout bout de champ, pas pour des raisons professionnelles. Je leur dis, tais-toi, quoi. Vous vous engueulez ne me encore fais pas la morale, en tout cas. Vous vous engueulez encore beaucoup, Charlie? Ça se voit, là, il ne faut qu'on s'engueuler, ça fait une heure. Non, mais c'est vrai que parfois, engueuler, c'est pas le terme, mais oui, des fois, ça peut être un peu vif aussi. Parce qu'en fait, je crois que les uns et les autres, on est tous un peu révoltés par quelque chose. Donc, quand cette révolte s'exprime, voilà, ça peut être, comment dire... Et vous n'avez pas forcément les mêmes révoltes? Si, mais chacun a sa sensibilité. Il y en a qui vont être plus sensibles à ça ou à d'autres choses. Mais globalement, on est à peu près, je pense qu'on peut dire, on a à peu près le même socle d'indignation commun, voilà. Sinon, on ne serait pas ensemble. Voilà. Et il y a je dirais, il faut voir qu'à Charlie, c'est pas un bloc, il y a quand même techniquement trois étages, mais ils sont pas, c'est plutôt des plans parallèles. Il y a les dessins qui sont l'identité fondamentale de Charlie quand même, qui est les reportages et les chroniques. Moi, j'y suis chroniqueur. Donc c'est trois champs qui s'entrecroisent, mais qui sont quand même bien spécifiques, vous voyez. Et donc, pour ce qui concerne les chroniques, par exemple, là, on voit vraiment des individualités très, très particulières qui ne véhiculent pas forcément à fond l'esprit Charlie, vous voyez. Par rapport aux dessins qui sont moins dans la satire, plus dans l'ironie. Vous voyez, il y a Yann Diener, il y a Yannick Enel. Donc, c'est un journal aussi où cohabitent des formes d'écriture tout à fait différentes. Hein. C'est donc... tout à fait vrai, parce que même quand on est reporter ou... Enfin voilà, on fait une enquête, qu'on appelle des personnes, et il faut expliquer qu'on va pas se moquer d'eux parfois. Et c'est étonnant. Parfois ils ont l'impression qu'ils identifient Charlie Hebdo. Exactement, comme si on allait à tout moment faire de la satire. Voilà, alors qu'il s'agit juste de recueillir leurs paroles, de faire un reportage qui va peut-être être un peu différent de d'autres médias parce qu'on va être un peu plus engagé dans l'écriture, on va s'autoriser peut-être plus à donner notre point de vue, mais pas toujours. C'est vrai que il y a pas forcément toujours de la satire dans tous les sujets. Ouais. Mais c'est vrai que le chien de traîneau qui sont devant, qui tire le traîneau, c'est les dessins. Donc ils sont... Coco, tu te sens coupable de tout ce qu'ils disent? Là, il paraît que tu les mets dans des situations pas possibles, il paraît. Moi, les dessins sur l'écologie, on adore ça, en fait. On voit depuis des années, c'est vrai, les dessins de Cabu. À lire les archives et jusqu'à Charlie aujourd'hui, c'est frappant. Cabu est très engagé. En fait, tous
ils étaient tous écolos à leur manière, avec des sensibilités différentes, mais tous ils l'étaient. C'était un journal où ils étaient tous sensibles aux questions écologiques. Brice, j'ai juste une question à te poser à toi, et c'est pas une question à tout le monde, ce n'est qu'à toi, mais tu sais que je suis curieux comme je suis journaliste. Comment va Charlie financièrement, son indépendance, comment tu définirais ces 10 années? Alors c'est un souci qu'on a eu depuis 10 ans aussi. Il suffit pas de dire on refait Charlie, il faut le refaire avec les critères de Charlie, c'est-à-dire comme depuis toujours, d'être indépendant d'aucun groupe financier, et donc l'économie du journal elle est capitale. Enfin c'est comme tous les journaux, je vais pas vous apprendre ça. Donc comment faire pour faire un journal totalement indépendant qui ne doit rien à personne et qui n'a pas au-dessus de lui une espèce d'épée de Damoclès d'un financier qui pourrait un jour vous tomber sur la tête si vous faites quelque chose qui vous plaît pas. Je crois qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, on peut dire qu'on est toujours indépendant financièrement. Voilà, on est à l'équilibre, on est parfois bénéficiaire. Enfin, on gère, je dirais, sérieusement ça parce que c'est l'indépendance du journal qui est en jeu. Et donc l'avenir. On peut pas imaginer Charlie Hebdo qui soit pas indépendant financièrement. La concomitance de ce 7 janvier à venir et avec le procès Samuel Paty, avec l'arrestation de Boualem Sansal, avec ça vous inspire quoi? Boualem Sansal, ce qui est assez glaçant, c'est que on a l'impression d'entendre une musique qu'on avait déjà entendue à notre époque, c'est le 8 mai. Ça devrait tellement être évident de le soutenir. Et en fait, on entend, c'est toujours pareil, hein, la première semaine, tout le monde est indigné, un peu comme après le 7 janvier, puis au bout de 15 jours, on commence à entendre des voix discordantes, oui mais ceci, il aurait peut-être pas dû donner une telle interview à tel journal. C'est à vomir. Voilà. Alors, si vous voulez savoir l'état d'esprit de Charlie Hebdo, c'est vraiment à gerber. On a entendu ce 8 mai pour Samuel Paty aussi. Est-ce qu'il a eu raison de montrer ses dessins? Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin en montrant certaines caricatures? Ce 8 mai, il colle à la peau depuis un moment sur beaucoup de sujets. C'est les mêmes mécanismes qui mais du coup, c'est pas un peu désespérant de voir que ce 8 mai existe toujours? Après, ce 8 mai, il existe chez qui? Il existe dans certains petits milieux. C'est ce que je veux dire. Je suis pas sûr que quand on voit les réactions des lecteurs de Charlie, il n'y a pas de 8 mai. Donc, faut pas non plus être trop pessimiste et se laisser un peu aveugler par, on va dire, des voix qu'on nous présente comme des voix d'autorité. Je sais pas si c'est des voix d'autorité, moi. Moi, il faut pas toujours écouter ces gens-là, en fait. Voilà, il y a d'autres voix ailleurs. Voilà. Est-ce qu'ils l'ont pas un peu cherché? Oui. On a entendu ça. Nous, on a eu l'habitude à Charlie. Je suis assez d'accord avec Brice. On accorde trop d'importance à ceux qui véhiculent ce genre de fausses questions. C'est vrai que ça nous rend... déjà, on a le cuir épais, nous, parce qu'on l'a encaissé pas mal ce 8 mai. On a encaissé... je reparle de l'incendie. C'est vrai qu'on a eu pas mal de 8 mai à ce moment-là, et il y a eu des positionnements politiques qui ont vraiment posé des questions. Jean-Marc Ayrault, son premier truc qu'il a dit après l'incendie, c'était « Est-ce que Charlie met pas de l'huile sur le feu ?» Donc, alors que le dessin en question de Luz, Charlie Hebdo, qui venait parler un peu d'un contexte où l'islamisme montait en puissance avec la montée des Nahda en Tunisie, l'instauration de la charia en Libye, c'est des sujets dont on a parlé dans ce journal, avec d'autres sujets sur l'écologie, sur Bernard Arnault, sur le gaz de schiste. Il y avait des tas de sujets dans le journal. C'était un journal comme un autre, mais juste avec cette couverture qui était plutôt marrante. Et c'est vrai que là où on espère s'attendre avec un soutien unanime quand même, un journal brûle, ça devrait indigner tout le monde. Rapidement, il y a quand même pas mal ce petit truc un peu lancinant, cette musique qui revient, qui est revenue après l'incendie, qui est venu après l'incendie, qui est revenu après d'autres dessins, qui est venu après le 7 janvier, et qui est venu encore après sur d'autres sujets comme l'assassinat de Samuel Paty. En fait, ça agace vachement, ça fait chier ce truc-là. On a envie de s'en décoller et d'essayer de dire mais arrêtez tout ça, et on met cette combativité dans nos dessins, heureusement. On a entamé ce débat en vous faisant réagir sur les 10 ans écoulés.
on peut peut-être le conclure par votre vision de ce que sera Charlie dans 10 ans. En 2035, tu le risques, tu vois comment tu te vois, comment tu vois Charlie. Moi, je sais pas, je me vois pas, je préfère pas. Mais non, je pense que dans 10 ans, Charlie sera toujours là. J'espère que Charlie Hebdo ne se reniera pas, en fait. Et je pense que ce qu'on essaie aussi de transmettre, on est attaché à des choses presque intemporelles, en fait. Donc le bon dessin, c'est celui qu'on comprend 30 ans après, indépendamment du contexte politique. Et finalement, on s'aperçoit que souvent, il y a des dessins qui 20 ou 30 ans après, on les comprend encore. Donc c'est un peu, quand on choisit les dessins, c'est un peu ça aussi, on se dit, qu'est-ce qu'on a saisi de notre temps qui sera toujours valable, et qui fera toujours réfléchir dans 20 ou 35 ans. Voilà. Et c'est un peu comme ça qu'on fait le journal. Voilà. Parfois, il y a des sujets un peu futiles, il y a tellement de polémiques toutes les semaines sur tout et n'importe quoi. Des fois, on s'égare dans des polémiques sans intérêt. Donc, moi, j'essaye toujours, et on essaye d'essayer de bien identifier ce qui est profond et ce qui est durable. Voilà. J'ai plus envie de répondre sur ce que seront les enjeux du journalisme et ce qu'on peut poindre déjà. C'est l'ère des fake news et de la post-vérité. Donc c'est vrai que c'est très angoissant parfois de se dire quel sera le rapport à la réalité des citoyens, des lecteurs dans quelques années. À mon avis, il faudra faire de plus en plus œuvre de lutte contre les fake news et parce que quand même des dirigeants usent de fake news et de post-vérité quand c'est au niveau de l'État. Qu'est-ce que peut-on faire face à ça? Ça broie tout le monde en fait. Je vois pas du tout. Il voit pas le lendemain. Ouais, je sais pas trop déjà dans 10 ans. Ça passe vite 10 ans. Alors aujourd'hui à 16h, paix à mon âme, et à l'âme de Charlie. Je dirais non, mais moi je suis assez préoccupé aussi par l'intelligence artificielle. Je me dis, ces temps-ci, je me dis que Kubrick avait raison dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais je suis pas sûr qu'il y aura un cosmonaute survivant pour désactiver la machine quand elle aura pris le pouvoir. Première chose. Et la deuxième, en même temps, j'attends avec un certain intérêt le moment où la machine... à qui je donnerais les éléments donnés d'un article que je dois écrire un article bien meilleur que celui que j'ai écrit. Alors ça, c'est un moment qui sera intéressant. Est-ce que je serai capable de l'admettre, de me soumettre? Et est-ce que j'aurais envie de casser la machine ou bien de me dire qu'il est temps de partir à la retraite? Ou est-ce que c'est la machine qui me dira qu'il est temps pour moi de partir à la retraite? Je n'en sais rien. La priorité après l'attentat, ça a été de pérenniser le journal, et je pense que ce sera une priorité aussi pour les 10 années à venir. Le faire toujours en gardant cet esprit qui nous anime, cet esprit Charlie, ses idées, cette défense de valeurs de notre fondateur Cavana, qui avait instauré une charte qui est quand même un peu toujours importante. C'est comme un mémo dans notre tête, quoi. Sur combattre le fondamentalisme, défendre un féminisme et une écologie active, être le plus libre possible dans ce qu'on dit, ce qu'on écrit ou ce qu'on dessine. Quand tu parles par exemple de nos dessins incompris, j'ai pas l'impression qu'on soit si incompris que ça en fait. Moi j'ai toujours l'impression que les gens sont plus Charlie qu'on le pense, parce que on se base sur quoi quand on parle d'incompréhension? C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais c'est un terrain qui est un peu faussé, les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de trolls, il y a beaucoup de gens qui sont très politisés, il y a beaucoup d'extrêmes aussi qui sont là pour imposer leurs idées, il y a beaucoup de complots. Et en fait, dans cette espèce de marasme, c'est dur de dire qui comprend ou pas. Quand on va faire des expositions, quand on va parler de dessins auprès des jeunes, on est très vite compris en fait. Et j'imagine facilement que Charlie, dans 10 ans, continuera à faire ça et à le faire avec des jeunes générations, comme il a toujours eu le souci depuis ces 10 années-là, parce que il y a des gens qui ont été très marqués par cet attentat et qui régulièrement, c'est des journalistes qui viennent nous voir pour nous poser des questions parce que ça les intéresse, cette façon, ce regard qu'on a de traiter le monde et d'être
à la fois pessimiste et en même temps de toujours trouver quelque chose qui dépasse cette gravité et d'en sortir finalement par le haut. Ça fait du bien et je pense que les gens s'en rendent compte parce que il y en a beaucoup qui disent je lis plus l'actu parce que c'est désespérant, mais quand on voit un dessin et qu'on rit même du désespoir, là déjà il y a une issue, il y a une porte de sortie. Donc voilà, moi j'ai bon espoir que le journal soit toujours là, conquérant dans 10 ans. Sur le papier, j'espère encore parce que j'y tiens. Et puis sur le numérique parce que c'est un tournant essentiel. Le site, comme tout le monde maintenant a ses putains de téléphones à la con, on est bien obligé de s'adapter et de mettre les dessins aussi sur les téléphones, le numérique. C'est le rêve de clore par une note optimiste, vigoureuse et éclairante. Je voulais vous remercier d'être venu à Libé pour avoir cet échange qui était passionnant comme nous l'attendions, mais qui était aussi irrévérencieux. Et donc je me sens très bien avec ce chemin de crête que nous avons passé. Merci beaucoup. Merci. Et à dans 10 ans, donc, autour de cette table.